Donc nous avons passé donc au deuxième exercice méthode. Donc, nous avons donc fait précédemment l'exercice méthode le premier qui permettait de déterminer l'équation cartésienne d'un plan. Là, je vais donc faire un exercice que je trouve délicat. Donc déterminer la droite d'intersection de deux plans, et en particulier on va essayer donc dans la question 2 de déterminer une représentation paramétrique. C'est là la difficulté de cet exercice. Alors, ici vous avez donc deux plans, P1 et P2. On vous demande de montrer que les plans sont séquents. Donc la méthode, c'est donc, on va utiliser les vecteurs normaux. Donc c'est un peu comme les droites, pour les droites, pour étudier la position de deux droites, on regardait les vecteurs directeurs. Ben, pour les plans, on va regarder plutôt les vecteurs normaux. Donc s'ils sont collinaires, les plans sont parallèles. S'ils ne sont pas collinaires, les plans sont séquents. Et en plus de ça, si vous savez que les vecteurs sont orthogonaux, les vecteurs normaux sont orthogonaux, vous pouvez donc en déduire que les plans, eux, sont aussi orthogonaux. Donc là, ce qu'on va faire, donc, pour montrer que c'est séquent, on va chercher un vecteur normal à P1 et un autre vecteur normal à P2. Et pour les trouver, je vous rappelle que c'est les coefficients donc, dans l'équation cartésienne du plan. Donc là, il y a 1, moins 3, 2. Donc ça va me donner un vecteur normal de P1. Là, vous avez 2, 1, 7. Donc là, vous avez un vecteur normal de P2. Et on voit bien que les deux vecteurs ne sont pas collinaires, parce que les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc ils ne sont pas collinaires. Et comme ils ne sont pas collinaires, donc on est dans cette situation que vous voyez là, ils ne sont donc pas parallèles les vecteurs si vous voulez, donc les plans sont séquents. Ils sont forcément séquents en une droite, donc ça peut pas être autrement. Et donc là, on appelle delta cette intersection, qui est la droite, et on vous demande une représentation paramétrique. Attention à ne pas confondre avec une équation cartésienne. Donc remarque qu'on peut se faire, c'est qu'est-ce qu'une équation cartésienne pour une droite? Ben, comme une droite n'a pas vraiment d'équation cartésienne, puisque ça n'en a pas vraiment. Par contre, on peut dire que comme une droite, on peut la voir comme l'intersection de deux plans, d'accord, non parallèles. Donc, et comme chaque plan a une équation cartésienne, finalement, une équation cartésienne d'une droite, ça va être un système donc, de deux équations cartésiennes donc, associées à des plans. Donc voilà, ça c'était important à comprendre. Donc, si on vous demande l'équation cartésienne d'une droite, finalement, c'est un système donc, de deux équations cartésiennes associées à deux plans, qui sont forcément non parallèles et qui s'intersectent en la droite qu'on vous demande. Maintenant, on va essayer donc de déterminer une représentation paramétrique. D'accord, il y a toujours cette petite erreur avec Z. Ici, une représentation paramétrique. Alors, delta, donc ça, c'est sa représentation cartésienne, si vous voulez. Et on va essayer de déterminer une représentation paramétrique de delta. Donc, dans une représentation paramétrique, il faut un paramètre, souvenez-vous. Donc, souvent, c'est T. Il faut l'introduire dedans. C'est là la difficulté de cet exercice. Donc déjà résoudre un système c'est pas simple, vous allez voir là au niveau difficulté on est un cran au-dessus. Alors le paramètre je vais l'introduire quelque part, donc je l'introduis où je veux, c'est purement arbitraire, c'est à vous de choisir, soit vous le mettez en X comme je l'ai fait ici, soit en Y soit en Z. Il se peut que quand vous choisissez un X, ça ne va pas marcher, dans ce cas là vous allez changer de paramètre, vous allez le mettre sur Y ou sur T, donc c'est pas impossible. Pourquoi ça ne marcherait pas? Puisque ici, vous savez, là, vous avez déjà un début de deux. Vous avez deux informations. Si vous mettez ici x égale t, c'est que 1, il y a un point d'abscisse nul qui va appartenir au plan, et le vecteur directeur de la. Non, pardon. Il y a un vecteur nul, enfin, il y a un point d'abscisse nul qui va appartenir à la droite delta. Et là, il y a un point, il y a le vecteur directeur de delta a pour abscisse 1 aussi. Et ça, c'est pas sûr, parce qu'il se peut que le vecteur directeur de delta a une composante en abscisse nulle. Donc ça veut dire qu'on ne pourrait pas avoir un t. Mais comme la droite est non nulle, il y a forcément donc le t est forcément quelque part, comme la droite elle a forcément un vecteur directeur non nul, il y a forcément un y qui a une composante non nulle. Donc vous choisissez arbitrairement et avec l'habitude vous pouvez anticiper ce genre de problème. Là de manière pour débuter, vous le mettez où vous voulez. Si ça n'aboutit pas à votre méthode, vous devez changer la valeur de là où vous avez mis votre paramètre, vous devez le changer, le mettre peut-être en abscisse ou en cote.
Donc ça, c'est à voir selon les situations. Là, je choisis, on verra si ça, et là, je choisis x égale t, ça devrait marcher. Donc ici, j'ai donc mon système qui est là, je vous rappelle, il est là. Mais comme j'ai mis x égale t, ça veut dire que je vais remplacer mi x par mes t. Donc là, dans cette équation, le x est devenu t et 2x est devenu 2t. Maintenant, je me retrouve dans ce système, donc x égale t, et moi ce que j'aimerais avoir, donc j'ai rempli ici cette ligne-là, et là j'aimerais remplir cette ligne en x, en y et en z en fonction de t et de constantes. Donc là, je vais regarder ce sous-système là, et je vais essayer de le résoudre en fonction de t. Donc je vais supposer que t est fixé, et qu'il est connu, et je vais résoudre ce système en fonction de t, et donc trouver une valeur de y en fonction de t, et trouver une valeur z en fonction de t. Donc là, je vais m'intéresser à ce sous-système, il va être là. Je l'ai isolé ici. Et donc, je vais essayer de résoudre, soit par combinaison linéaire, soit par substitution. Là, je remarque que dans la deuxième équation, y peut s'exprimer facilement en fonction de z. Donc, je l'ai fait ici. Et ainsi, je vais pouvoir substituer y par cette expression en fonction de z, et de t d'ailleurs. Donc là, je vais lire. Donc, dans cette équation, mon y devient 1 moins 2t moins 7z. Ça, c'est le y. Le reste ne change pas. Donc, et là, je vais essayer donc de résoudre cette équation d'inconnu z, d'accord, en fonction de t, puisqu'on va dire que t est supposé connu, donc c'est pas t que je cherche, d'accord, je cherche d'exprimer z en fonction de t. Donc je développe cette expression, je la réduis et je la résous. Donc là c'est développé, là c'est réduit, et là je résous. Donc là j'ai résolu donc la valeur de z en fonction de t. Voici l'expression de z en fonction de t. Et puisque je connais maintenant cette expression en fonction de t, je vais pouvoir la substituer dans l'expression de y. Vous voyez, y, là il y a un z, j'ai remplacé ce z par l'expression en fonction de t. Donc je le remplace ici. Et pareil, ici je vais développer et réduire. Donc ainsi, j'ai donc une expression de z et de y en fonction de t. C'est ce que je voulais pour ma représentation paramétrique. Donc ainsi, vous avez x égale t, le y que j'ai trouvé ici en fonction de t, et le z en fonction de t. Maintenant, c'est pas très joli, voilà, ça c'est une représentation paramétrique. Je peux m'arrêter là. Donc là, je vais faire un petit complément de cours pour savoir si je veux donner une expression plus agréable, voilà, sans fraction.